Ma fille de 17 ans a été exclue du mariage de ma sœur parce qu'elle était trop jeune. Je n'ai pas protesté. J'ai simplement dit que nous ne viendrions pas. Ma fille de 17 ans a été mise de côté pour le mariage de ma sœur, sous prétexte qu'elle était trop jeune. Je n'ai pas protesté, j'ai simplement répondu que nous ne viendrions pas. Mais lorsque Noël est arrivé, j'ai fait un choix discret, presque anodin, et c'est là que toute la famille a explosé. Je m'appelle Claire, et je suis la première d'une fratrie de 3 filles. En grandissant, ce statut signifiait automatiquement que j'étais la responsable de service. J'étais l'assistante par défaut, la baby-sitter attitrée. Celle qu'on sollicitait quand nos parents étaient à bout ou avaient la tête ailleurs. Au début, ça ne me pesait pas vraiment, c'était juste la façon dont les choses fonctionnaient. Tessa, la cadette du milieu, était l'artiste extravagante, toujours en quête d'attention. Quant à Sophie, la Benjamine, c'était le bébé de la famille. Elle s'en sortait toujours à merveille, peu importe la situation. Moi, j'étais celle qui ramassait derrière tout le monde. Une fois devenue adulte, puis mère à mon tour, j'ai pensé que les choses évolueraient. En réalité, pas tant que ça. J'ai adopté ma fille, Nina, quand elle avait 3 ans. Je me souviens de ses grands yeux sérieux, de sa manière silencieuse de scruter le monde, comme si elle n'était pas encore certaine de pouvoir s'y fier. Je n'oublierai jamais la première fois qu'elle m'a appelé « maman ». Je me suis effondré en larmes dans la voiture après l'avoir déposée à la maternelle. Dès ses débuts dans ma vie, je lui avais promis qu'elle ne se sentirait jamais mise à l'écart dans ma famille. Jamais. Et pourtant, malgré toute ma bonne volonté, je n'ai pas réussi à tenir cette promesse. L'an dernier, Tessa a annoncé ses fiançailles, avec tout le déballage habituel, grande nouvelle, bague clinquante, légende Instagram interminable. Je l'ai félicitée, évidemment. Nina, elle, lui avait même fabriqué une carte. Elle avait découpé de petites cloches en papier et les avait recouvertes d'une avalanche de paillettes. Tessa avait trouvé ça mignon, puis avait laissé la carte sur la banquette arrière de sa voiture. Je l'ai retrouvée 2 semaines plus tard, chiffonnée, coincée sous un gobelet Starbucks. Malgré tout cela, Nina était enthousiaste à l'idée du mariage. Elle regardait des modèles de robes sur Internet et me demandait si elle devait plutôt attacher ses cheveux ou les laisser lâcher. Je sentais qu'elle était partagée entre l'inquiétude et l'espoir. Elle voulait simplement participer. Puis l'invitation est arrivée. Une de ces invitations luxueuses, papier épais, bordure dorée, sans doute plus chère que ma facture d'eau mensuelle. Je l'ai ouverte dans la cuisine pendant que Nina travaillait sur ses devoirs. Rien de surprenant au début, lieu, tenue, RSVP, lien pour les infos. Et puis, ça m'a sauté aux yeux. Adulte uniquement et 18 ans et plus. Règles strictement appliquées. Aucune exception. J'ai relu plusieurs fois, pensant avoir mal interprété. Mais non. Nina a vu mon expression changer. Avant même que je ne parle, elle a levé les yeux de son cahier et m'a demandé. « Elle ne veut pas de moi là-bas ?» Je lui ai répondu que c'était un mariage réservé aux plus de 18 ans. Elle est restée silencieuse un long moment, puis a murmuré. « C'est parce que je suis adoptée ?» Cette phrase a fissuré quelque chose en moi. Elle l'avait dit d'un ton neutre, comme si c'était un fait qu'elle avait déjà intégré. Je lui ai répondu que non, évidemment. Mais je savais ce qu'elle voulait dire. Ce n'était pas la première fois qu'on sentait une distance. Pas aussi directe, mais la même sensation. Des petites remarques qui glissent, presque anodines. Ma mère avait déjà présenté Nina comme « la fille de Claire », jamais comme « notre petite fille ». Tessa parlait d'elle en disant « ta fille », comme si elle parlait de l'enfant d'une voisine. Pendant certaines réunions familiales, Nina proposait son aide dans la cuisine et personne ne prenait la peine de lui répondre. J'avais essayé de me convaincre que ce n'était pas volontaire, que je me faisais des idées. Mais cette fois, c'était clair. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. Je suis simplement allé remplir le formulaire en ligne et j'ai indiqué « nous n'assisterons pas ». Sans justification. Juste, non.
Je croyais que ça s'arrêterait là. Le lendemain, Tessa m'envoie un message. Hey, j'ai vu ton RSVP. Tout va bien? Puis elle enchaîne. Si c'est pour la limite d'âge, j'espère que tu comprends qu'on applique la règle à tout le monde. Rien de personnel, tu vois. Rien de personnel. Alors qu'on parle de sa nièce, qui a 17 ans, pas 7. Je n'ai pas répondu. Ensuite, c'est Sophie qui m'écrit. Tessa dit que tu viens pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis ma mère m'appelle, chose qu'elle ne fait jamais, juste pour discuter. J'ai décroché, déjà prête à me défendre. Claire, j'ai entendu dire que tu refuserais de venir au mariage. C'est vraiment à cause de cette histoire d'âge? J'ai répondu. Nina n'est pas invitée. Je ne viendrai pas sans elle. Elle aura 18 ans dans quelques mois. Ma mère a soupiré. Ce n'est pas comme si c'était une petite. Elle fait partie de la famille. Un silence. Ne punis pas ta sœur pour ça. C'est juste une soirée. Je n'ai pas débattu. J'ai simplement répété que nous ne viendrions pas, puis j'ai raccroché. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais bien sûr, les messages de groupe ont suivi. Les reproches déguisés. Les piques à peine voilées. Sophie. C'est dingue de faire tout un cinéma pour une règle. Tu dois toujours compliquer les choses. Nina n'est pas la seule à ne pas venir, tu sais. Tu dramatises. Ma mère, elle, nous a envoyé un long texte sur la famille, le pardon, les concessions, et à quel point, être au milieu, était difficile. Je n'ai pas répondu. Nina, elle, a effacé les photos de ses robes préférées. Elle a arrêté d'en parler. Elle n'a même pas pleuré. Et honnêtement, c'est ce qui m'a fait le plus mal. Le fait qu'elle ne soit pas surprise. Elle savait déjà ce que j'avais refusé de voir pendant des années. Alors, quand Noël est arrivé et que personne n'avait présenté la moindre excuse ou même évoqué le sujet, j'ai pris ma décision. Je ne les ai pas invités. Pas de mise en scène. Pas de reproches. Juste, rien. Et c'est ce silence qui les a rendus furieux. Si, 10 ans plus tôt, on m'avait demandé ce que je pensais que la maternité serait, j'aurais parlé d'anniversaire bruyant, de câlins collants et de paillettes partout dans la moquette. Je n'aurais jamais imaginé qu'être mère signifierait devoir protéger son enfant des personnes qui prétendent aimer aussi bien elle que moi. Quand Nina est arrivée dans ma vie, à 3 ans, elle avait une gravité désarmante. De grands yeux bruns, des petites boucles souples, et ce regard silencieux qui donnait l'impression qu'elle enregistrait chaque mot, au cas où elle devrait un jour apprendre à survivre sans nous. Elle ne s'est pas attachée immédiatement. Elle n'était pas du genre à rire sur commande. Elle ne s'est pas jetée dans mes bras comme dans les scènes de films attendrissants. Mais le jour où elle a glissé sa main dans la mienne au supermarché, spontanément, j'ai fondu en larmes une fois dans la voiture, incapable de contenir l'émotion. Mon mari, Léo, m'a dit que c'était le moment où elle m'avait choisi, et depuis ce jour-là, je la choisis moi aussi, inlassablement. Pourtant, ma famille n'a jamais vraiment su comment se comporter avec elle. Au début, j'ai voulu croire que ce n'était qu'une phase, qu'ils avaient besoin de temps pour s'habituer. Elle n'avait pas mes traits. Elle ne portait pas encore mon nom de famille. Et lors des réunions familiales, elle n'entrait pas dans les conversations avec la même aisance que les autres enfants. Mais il y avait plus que ça. Ma mère parlait d'elle comme de « la petite », jamais comme de Nina. Un jour, Tessa a même demandé, en sa présence, « Tu comptes lui dire qu'elle est adoptée quand elle sera plus grande ?» Nina l'entendait clairement. Et puis il y avait ces petites choses, les paniers de Pâques personnalisés pour les enfants de Sophie, et un panier sans nom, générique, estampillé, joyeux printemps, pour Nina. Rien de violent. Juste des gestes subtils, des détails faciles à minimiser si on voulait se voiler la face. Mais Nina, elle, voyait tout. Elle voyait toujours tout. J'ai essayé d'être patiente. Vraiment. J'ai expliqué, corrigé, relativisé.
J'ai essayé de croire qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Lorsqu'elle avait 6 ans, Nina a annoncé à mon père qu'elle voulait devenir artiste. Il lui a répondu en souriant, « Il faudra choisir quelque chose de plus réaliste. » Et quand elle en avait 8, elle a dessiné un portrait de nous trois à Léo, elle et moi, et l'a offert à ma mère. Ma mère l'a remercié avec un sourire, a posé le dessin à côté d'elle, et ne l'a plus jamais mentionné. Plus tard, Nina m'a demandé pourquoi son dessin n'était pas sur le frigo, comme ceux de ses cousins. Je n'ai rien su répondre. La première fois où j'ai vraiment perdu patience, c'était pendant la fête de fiançailles de Sophie. Nina avait 12 ans. Sophie nous avait invités, enfin, si on peut appeler ça une invitation. Elle nous avait ajoutés dans un message groupé, avec une date et un lieu. Aucun mot personnel, aucun « j'ai hâte de vous voir ». Rien. Mais nous y sommes allés quand même, parce que je me disais que la seule façon de faire évoluer les choses était de continuer à être présente. Nina portait une robe bleu pâle et de petites ballerines argentées qu'elle avait choisies avec soin. Elle était nerveuse, me demandant toutes les 2 minutes si elle était jolie, si elle pouvait rester près de moi. À la fête, Sophie nous a accueillis avec un « salut » rapide, crispé, et s'est aussitôt tournée vers la personne suivante, sans un mot pour Nina. Pas un compliment, pas un « tu as grandi », rien. Un silence glacial, presque calculé. Nous sommes restés une vingtaine de minutes, peut-être un peu plus. Nina ne m'a pas lâché d'une semelle. Sur le chemin du retour, elle a murmuré « Je crois qu'elle ne m'aime pas », j'ai tenté de dire qu'elle ne la connaissait pas vraiment. Nina a répondu « Elle a eu 10 ans pour me connaître ». Et là, je n'ai eu aucune réponse. Le problème, c'est que je crois qu'ils n'ont jamais accepté l'idée que Nina faisait définitivement partie de ma vie. On aurait dit qu'une partie d'eux attendait encore que, mon vrai enfant, arrive un jour, et que Nina ne resterait qu'une jolie parenthèse, à évoquer vaguement comme, la petite que Claire avait accueillie. Ils ne l'ont jamais formulé, mais ils n'en avaient pas besoin. L'an dernier, pour ses 16 ans, nous avons loué une petite salle au centre communautaire et décoré les murs avec ses peintures, c'était son idée. Elle ne voulait pas d'une grande fête bruyante. Elle voulait exposer ses œuvres, servir des cupcakes et inviter ceux qui avaient vraiment été là pour elle. Elle avait préparé les invitations elle-même, les avait envoyées à la famille, aux amis proches, et à quelques professeurs. Sophie n'est pas venue. Tessa non plus. Mes parents sont arrivés avec une demi-heure de retard, portant une carte vague, à une douce fille, accompagnée d'un billet de 20 €. Nina les a remerciés poliment. Elle est toujours polie. Une fois la fête terminée, elle a aidé à tout ranger, remis ses tableaux dans la voiture sans un mot. Plus tard dans la soirée, après que tout ait été nettoyé et rangé, j'ai trouvé un de ses croquis. C'était un dessin de nous trois, debout dans la salle décorée. Mais nos visages étaient vides, comme effacés. Ce dessin m'a fait quelque chose. Je crois que c'est là que j'ai cessé d'espérer qu'ils changent. Pas à cause de leur retard, de l'absence de cadeaux réfléchis, ou du manque évident d'efforts. Mais parce qu'au fond, Nina n'en souffrait même plus de la même manière. Elle n'était plus surprise. Et ça m'a terrifié. Alors, quand l'invitation au mariage n'est jamais arrivée, pas un appel, pas un message, rien qu'un silence parfaitement clair, j'ai su ce que je devais faire. Je n'ai pas débattu. Je n'ai pas demandé d'exception. J'ai simplement dit à Nina que nous ne comptions pas y aller. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste hoché la tête et répondu « D'accord ». Puis, plus tard, elle m'a demandé « Tu crois qu'ils ont même remarqué qu'on n'était pas là ?» J'ai répondu oui, parce que j'avais besoin qu'elle sente qu'elle comptait, même si eux faisaient tout pour montrer le contraire. Le week-end du mariage, nous sommes restés chez nous. Léo a préparé du pain perdu. Nina a peint dans la véranda. Moi, j'ai lu un livre en entier. Ce n'était pas une vengeance. Pas une démonstration. C'était simplement du calme. Et honnêtement, cela m'a semblé étrange au début, un silence si paisible qu'on réalise à quel point on a vécu dans le bruit pendant des années. Je n'ai pas regretté une seule seconde la cérémonie.
Je ne me suis pas demandé à quoi ressemblaient les fleurs ni si le gâteau était bon. J'ai pensé à Nina. À cette manière qu'elle avait de chercher leur approbation dans chaque remarque, chaque fête, chaque dîner de famille et à la façon dont, lentement, il lui avait appris à ne plus l'attendre. Puis j'ai pensé à la prochaine réunion, à ces années où j'organisais Noël par devoir. Je les invitais, je les nourrissais, je faisais semblant qu'un demi-sourire suffisait. Mais cette fois, non. Cette fois, je voulais faire autrement. Début décembre, Léo m'a demandé s'il devait commander les chaises pliantes comme d'habitude. J'ai secoué la tête. Pas de siège supplémentaire cette année. Il n'a pas discuté. Nina, elle, n'a rien demandé. Et quand le groupe de discussion s'est mis à bourdonner, qui apporte le dessert chez Claire, on arrive la veille comme toujours? Je suis restée silencieuse. J'ai juste laissé les messages s'entasser sans les ouvrir. Je n'ai pas annoncé que je ne recevais pas Noël. Je n'ai pas fait de déclaration, pas publié de messages dramatiques, pas dit d'aller manger leur jambon passif-agressif ailleurs. Je me suis simplement tue. Et visiblement, ce silence a été la chose la plus bruyante que j'ai jamais faite. Vers le 15 décembre, le chat s'est réactivé. Claire, on fait toujours le dîner du réveillon chez toi, dis-moi ce que j'apporte, je serai là à 5 heures comme d'habitude, dis à Nina si elle veut quelque chose de particulier cette année, si elle vient, d'ailleurs. Cette phrase-là m'a presque atteinte. Si elle vient, d'ailleurs. Comme si Nina était le problème. Comme si son absence à leur mariage était un caprice et non le résultat d'une non-invitation. Je n'ai pas répondu. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas astiqué la maison de fond en comble. Je n'ai pas commandé de rôti. Je n'ai pas ressorti les chaises pliantes. Je n'ai pas tiré l'extension de la grande table du garage. Alors, faute de réponse, ils ont commencé à appeler. Ma mère d'abord. J'ai laissé sonner. Puis Sophie, puis Tessa. Puis mon père. Il a laissé un message. Claire, on veut juste comprendre. Ta mère est bouleversée. Il n'est pas trop tard pour faire ce qu'il faut. Ce qu'il faut? Comme si, ce qu'il faut, c'était accueillir des gens qui avaient exclu ma fille. Comme si les servir permettrait de réparer ce qu'ils refusaient de voir. Cette année-là, personne n'est venu. À la place, Léo et moi avons fait des lasagnes en pyjama pendant que Nina façonnait des biscuits au sucre qui se tenaient à peine. On est resté à la maison. On a regardé des films. On a ouvert nos cadeaux en avance. On a ri plus que depuis des mois. On s'est sentis normaux et bien plus que pendant toutes les fêtes précédentes. Personne ne marchait sur des œufs. Personne ne traduisait de pics déguisés. Personne ne devenait soudain muet quand Nina entrait dans la pièce. C'était juste nous. Et c'est là que les messages ont commencé à changer. Le 26 décembre. Tessa, je trouve ça tellement triste. On a tous essayé de faire de la place pour Nina, mais Claire complique tout. Sophie, si tu coupes les ponts dès qu'il y a un conflit, tu vas finir seule. Mon père, la manière dont tu gères ça est cruelle. Je suis désolé, mais c'est vrai. Puis ma mère m'a envoyé une photo de leur sapin, ce n'était pas pareil sans toi. Nina aurait adoré ces cadeaux. Je n'ai pas répondu parce que ce n'était pas des cadeaux pour Nina. C'était des invitations déguisées en culpabilité pour qu'on revienne faire comme si tout allait bien. Et j'avais assez joué ce rôle. Quelques jours plus tard, une carte est arrivée, sans adresse de retour, mais je savais de qui elle venait. Ma mère avait écrit « J'aimerais que tu réfléchisses à l'exemple que tu donnes. Nina voit à quel point tu mets facilement les gens à l'écart. » Cette phrase m'a marqué, parce que j'ai réalisé que oui, c'est exactement ce que je veux qu'elle voie. Pas que l'amour est jetable, mais que le véritable amour ne te demande pas de rapetisser. Il ne te demande pas de rester silencieuse pendant que d'autres prétendent que ta douleur est trop gênante pour être reconnue. Nina ne m'a pas parlé des messages, mais je sais qu'elle les a vus. Elle n'est pas du genre à poser la question directement. Elle observe, absorbe, comme si elle cherchait encore où se trouvent les zones sûres du monde. Un soir,
Elle était roulée en boule sur le canapé, les jambes sous une couverture, un carnet sur les genoux. Elle s'est arrêtée un instant, puis m'a demandé. Si je n'étais pas adopté, tu crois qu'il m'aimerait plus? La question m'a coupé en deux. Je me suis assise près d'elle. Ma chérie, il ferait peut-être semblant un peu mieux, mais la façon dont il traite ceux qui ne lui ressemblent pas n'a jamais eu quoi que ce soit à voir avec toi. Elle m'a regardé avec ses yeux graves, les mêmes que le jour où je l'ai rencontré. Je crois que, je ne veux plus qu'il m'aime. Et c'est là que j'ai arrêté d'attendre des excuses. Quelques jours plus tard, mon père a rappelé. Je n'ai pas décroché. Puis un texto. Ta mère ne dort pas. Elle a l'impression de t'avoir perdu. On sait qu'on a fait des erreurs, mais ce n'est pas une raison pour nous couper. Ce n'est pas toi, ça. J'ai longuement regardé cette phrase. Ce n'est pas toi, ça. Je me la suis souvent répétée. Est-ce que j'étais trop froide? Trop sensible? Trop dure? Non. C'était bien moi. Quelqu'un qui sait enfin ce qu'elle accepte, et ce qu'elle n'acceptera plus. Quelqu'un qui a compris que maintenir la paix au prix de la dignité de son enfant n'est pas noble. C'est de la lâcheté, déguisée en tradition. Et la goutte d'eau est venue de Tessa. Elle a envoyé un message vocal. C'était un de ces messages interminables où l'on essaie de se donner un ton posé, alors qu'à chaque phrase on sent la lame cachée sous les mots. Je trouve ça triste, Claire. Tu dis partout à quel point tu aimes Nina, mais on a l'impression que tu t'en sers comme d'un bouclier. Comme si, dès que quelqu'un ne la traite pas comme une reine, tu l'éjectes. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas de la parentalité. C'est de l'obsession. Je n'ai pas écouté la suite. J'ai supprimé le message et bloqué son numéro. Parce que si aimer Nina complètement, farouchement, est considéré comme une obsession dans leur monde, alors oui, je suis obsédé. Obsédé, sans honte, par l'idée de protéger la personne qui avait le plus besoin de moi. Et rien, absolument rien de ce qu'il pourrait dire ne me ferait regretter ça. Le nouvel an est passé tranquillement. Nina s'est endormie avant minuit, un biscuit à moitié mangé à côté d'elle sur le canapé. Léo et moi avons trinqué avec du thé au lieu de champagne, en regardant les feux d'artifice en sourdine. Il m'a demandé, est-ce qu'il te manque? J'ai réfléchi. Non, j'ai répondu. Ou plutôt, l'idée de ce qu'il aurait pu être me manque. Mais cette version n'a jamais existé. Il a hoché la tête sans insister, puis m'a simplement pris la main. Je ne sais pas ce qui arrivera ensuite. Je suis certaine qu'ils continueront. Des gens comme ça ne s'effacent jamais discrètement. Il y aura plus de messages, plus de sous-entendus publiés quelque part. Peut-être même que l'un d'eux se pointera à la remise de diplôme de Nina l'an prochain en faisant semblant que rien ne s'est passé. Mais ma décision est prise. Pas de grande scène, pas d'explosion. Juste une distance silencieuse. Et parfois, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est arrivé un jeudi. Un jour froid, gris, immobile. Je venais juste de rentrer du travail, encore en manteau, quand la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. Léo travaillait tard. Nina était à l'étage, plongée dans un projet pour ses dossiers d'admission à l'université. J'ai ouvert la porte. Mes parents étaient là. Debout sur mon porche comme si on était encore en 2007 et que tout n'avait jamais dérapé. Ma mère tenait un Tupperware. Probablement ces biscuits à l'avoine, ceux qui sont croquants au milieu et un peu brûlés sur les bords, comme elle les faisait quand j'étais petite. Claire, a-t-elle dit avec un petit sourire essoufflé. On s'est dit qu'on passerait. Je suis resté silencieuse un moment, les yeux fixés sur le récipient comme s'il pouvait cacher un piège. Mon père s'est avancé. On peut entrer? Juste une minute? Non. Un bref silence. Un peu de surprise, mais pas assez pour me faire vaciller. Ma mère a tenté un sourire plus doux. On voulait juste parler. Les choses ont mal tourné. Mais on reste ta famille. Elle m'a tendu les biscuits comme un armistice.
Je ne les ai pas pris. Le sourire s'est fissuré. Tu n'as pas besoin de réagir comme ça, a-t-elle dit, la voix qui se contractait. Mon père a ajouté, on sait que c'est dur d'élever une ado, de repousser tout le monde. On t'a laissé respirer. Mais là, tu vas perdre ta vraie famille pour une fille qui, de toute façon, s'en ira dans quelques mois. Mon estomac s'est serré. Elle a 17 ans, a murmuré ma mère. Elle va partir à l'université. Et ensuite? Tu seras seule. Tu regretteras tout ça. Et je sentais ce qu'elle ne disait pas. Ce n'était pas une main tendue. C'était une reprise de contrôle. Puis elle a lâché ce qu'elle pensait sans doute depuis longtemps. Je suis désolé, Claire, mais elle n'est pas de notre sang. Elle n'est pas vraiment l'une des nôtres. Elle l'a dit avec douceur, comme si elle me rendait service, comme si elle s'attendait à ce que je la remercie de m'avoir ramené à la raison. J'ai inspiré profondément, j'ai reculé d'un pas, vous devez partir. Maintenant. Mon père a ouvert la bouche. Claire. Non. J'ai parlé plus fort. Vous ne pouvez pas venir ici avec des biscuits et de la pitié en pensant que c'est de la gentillesse. Vous ne pouvez pas insulter ma fille en face et ensuite vous demander pourquoi je ne vous laisse pas entrer. Tu vas regretter ça, a répété ma mère, sa voix tremblante. Quand elle te quittera. Quand elle t'oubliera. Tu verras. Notre porte restera ouverte. Tu reviendras. Tu comprendras qu'on avait raison. Je n'ai rien répondu. Je n'avais rien à ajouter. J'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Et je me suis appuyé contre elle jusqu'à ce que leur pas s'éloigne. Le lendemain, j'ai raconté à Nina. Je ne comptais pas le faire. Je ne voulais pas lui transmettre leur poison. Mais je ne lui ai jamais menti sur ce qui compte. Elle est restée immobile pendant que je lui rapportais leurs mots osseux sur son départ, sur le sang, sur mon soi-disant retour un jour. Elle n'a pas pleuré, mais ses mains serrées sur ses genoux, la tension dans ses épaules, tout parlait pour elle. Ils pensent vraiment que je vais te quitter, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Ils espèrent que tu le feras. Comme ça, j'aurai à nouveau besoin d'eux. Elle a hoché la tête, lentement. Ils n'ont pas le droit d'espérer des choses à mon sujet. J'ai cru que ce serait la fin. J'aurais dû savoir que non. Une semaine plus tard, ma cousine Sarah m'a transféré un email. Sophie avait écrit à toute la famille élargie. Un long texte, confus, passif-agressif comme elle seule sait le faire. Mais le message était limpide. Elle disait que j'avais abandonné ma famille pour une fille qui m'avait manipulé, qui m'isolait, qui se montrait difficile, distante, ingrate. Elle insinuait que notre relation était malsaine, que je fantasmais des injustices, que j'étais obsédé par la protéger. C'était ignoble. Et pire encore, ça a marché. Les messages ont commencé à arriver. Andiane m'a écrit pour me demander si j'allais bien. Oncle Marc a carrément appelé Léo pour vérifier si je ne faisais pas une dépression. Et Élise, une cousine au second degré, a laissé un commentaire sous l'une des publications de Nina. Tu as tellement de chance. N'oublie pas qui t'a donné un foyer. Nina l'a vu. J'ai vu qu'elle l'avait vu. Et ça a été le point de rupture. Je n'ai pas répondu avec un commentaire. J'ai constitué un dossier. Des captures d'écran, des messages, des photos. Chaque invitation ignorée. Chaque fois où elle avait été tenue à l'écart. Chaque trace, petite ou grande. Puis j'ai écrit une lettre. Pas un cri du cœur, pas un coup de colère, juste les faits. Je l'ai envoyée à la famille élargie, une seule fois, avec pour objet. Pour ceux qui veulent l'histoire complète. Je ne leur ai pas demandé de choisir un camp. Je n'ai exigé aucune excuse. J'ai simplement exposé la vérité. Certains ont répondu. D'autres non. Quelques-uns ont discrètement supprimé Sophie de leur contact. D'autres ont décidé que j'étais folle ou dramatique. Peu importe. Je ne l'ai pas fait pour eux.
Je l'ai fait pour Nina. Pour qu'elle sache avec certitude qu'elle n'avait rien imaginé. Pour qu'elle ne se demande plus jamais. Tu crois qu'il m'aurait aimé si j'avais été du sang? Après ça, j'ai bloqué tous ceux qui ont tenté de me raisonner. Ceux qui m'ont dit, peut-être que si tu avais juste essayé de parler. Ceux qui croyaient que maintenir une façade de paix valait plus que protéger un enfant. Des violences émotionnelles bien rangées derrière la tradition familiale. On n'a plus jamais eu de nouvelles d'eux directement. Je suis sûr qu'ils parlent encore de nous. Je suis probablement l'anecdote dramatique qu'ils racontent quand quelqu'un évoque une famille divisée. Je suis sûr que le nom de Nina circule encore, prononcé sur des tons réprobateurs. Qu'ils parlent. Ils ont perdu le droit de la connaître. Avance rapide. Nina est à l'université, dans un programme d'art. Première de sa classe. Elle m'appelle tous les soirs. Pas parce qu'elle se sent obligée, juste parce que ça fait partie de nous. Elle m'envoie des photos de ses croquis. Parfois elle veut un avis. Parfois juste dire bonne nuit. Quand je l'ai déposée à son dortoir, elle m'a serré une minute entière et a murmuré. Je ne vais nulle part. Elle parlait peut-être de l'endroit, mais je savais ce qu'elle voulait vraiment dire. On dit qu'on ne choisit pas sa famille. Moi, si. Je l'ai choisie, elle. Au-dessus du sang, de la culpabilité, des traditions brisées. Au-dessus du silence qu'on m'a demandé d'avaler pendant des années. Et si certains pensent encore que je reviendrai vers eux un jour? Qu'ils attendent. Il m'arrive parfois de repenser à ce jour sur le porche, ma mère me tendant ses biscuits comme si un peu de sucre pouvait recoller des années d'indifférence. Comme si un Tupperware brûlé sur les bords pouvait effacer ce qu'elle n'a jamais eu le courage de reconnaître. Et parfois, tard le soir, je me demande si j'en ai trop fait. Si j'aurais dû me taire, encaisser davantage, pardonner encore une fois. Mais ensuite je revois le visage de Nina quand je lui ai dit. Ils n'ont pas le droit de te traiter comme ça. Je repense à la façon dont elle m'a serré avant de partir à l'université. À ma propre promesse, celle que personne ne m'a jamais faite quand j'étais enfant. Je te choisirai. À chaque fois. Alors, pensez-vous que j'ai fait ce qu'il fallait? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner.